C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc le ministre de l'Agriculture. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Est-ce que vous avez pu écouter le journal de 8h sur Europe 1 ? Non, puisque je venais, donc je n'ai pas écouté, mais vous allez me dire ce qui s'est passé. Gérard Dallongeville, l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, qui a été condamné hier pour détournement de fonds publics, était notre invité. Il dit qu'en réalité, il y avait dans le Pas-de-Calais un système de financement occulte du Parti socialiste à une époque où vous étiez le bras droit de François Hollande, qui était premier secrétaire du PS. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Je lui répondrai que je crois me rappeler qu'on l'a exclu du Parti socialiste quand François Hollande était premier secrétaire. Donc voilà ce que je lui répondrai. Et je lui dirai aussi que son attitude est irresponsable. Il y a eu une condamnation, et elle est claire. Il a cherché, au travers d'un livre, à prouver tout un tas de systèmes pour essayer lui-même de s'innocenter. Il a une responsabilité. La justice vient de le dire. À partir de là, moi, je considère que l'attitude qui est la sienne, qui consiste à aller porter la responsabilité sur d'autres, et puis ensuite dire lui-même qu'il va faire appel, et aller jusqu'à dire qu'il va se présenter, il y a un moment où, lorsqu'on est un homme politique, et d'ailleurs quand on est un homme aussi, on doit assumer ses responsabilités. Mais il dit qu'on veut le faire taire. Est-ce que vous voulez le faire taire ? Vous voyez bien que ce matin, il a dû parler. Moi, j'arrivais, vous me dites ce qu'il a dit ce matin à votre micro, vous voyez bien que personne ne le fait taire. La preuve. La France en 2025, c'était le thème du séminaire gouvernemental hier à l'Élysée. Il paraît que Manuel Valls a un peu refroidi l'ambiance. Est-ce que vous confirmez ? Mais moi, ça m'a frappé, ça, oui, j'ai entendu et j'ai vu ça sur quelques commentaires. Ceux qui sont surpris, qui ont eu une impression d'avoir refroidi l'ambiance, un ministre de l'Intérieur, quand il parle de l'avenir, il parle de quoi ? Sécurité et migration. Je vais expliquer aux auditeurs ce qu'aurait dit Manuel Valls, vous allez confirmer ou pas. Le Parisien Libération raconte que le ministre de l'Intérieur a surpris certains de ses collègues, peut-être vous, en expliquant que la pression démographique en Afrique allait nous obliger à revoir notre politique migratoire. Il a aussi expliqué qu'il allait falloir démontrer que l'islam était compatible avec la démocratie. Est-ce que d'abord vous confirmez ces propos de Manuel Valls ? Il y a eu les propos sur l'immigration, qui avait été d'ailleurs anticipé par le fait que Laurent Fabius, dans sa présentation générale, avait bien précisé que l'Afrique allait connaître une démographie extrêmement importante, avec en particulier quelques pays qui risquaient d'avoir des niveaux démographiques extrêmement élevés, tout en disant d'ailleurs que c'était ce qui était prévu aujourd'hui, qu'on ne sait pas ce qui se passerait, que l'enjeu du développement de l'Afrique était donc majeur, que le partenariat stratégique que la France doit avoir avec la Méditerranée et l'Afrique était essentiel. Et Manuel Valls, je confirme, a dit que sur la base de ce qu'avait dit Laurent Fabius, il y avait une question qui devrait être posée sur la question de l'immigration et de la politique migratoire. Et deuxièmement, sur la question de l'islam, il a dit que d'autres religions ont mis des siècles à s'adapter et qu'il fallait reprendre ce qu'avait dit le président de la République en Tunisie, que l'islam est compatible avec la démocratie. Voilà ce qu'il a dit. Exactement. Et que ceux qui font des commentaires en disant « ça a jeté un froid », de quoi un ministre de l'Intérieur, lorsqu'il parle de l'avenir, va-t-il parler ? Il aurait pu parler des policiers, il l'a fait d'ailleurs, et puis il parle d'immigration. Le ministre de l'Agriculture a parlé de quoi, à votre avis ? Alors, ça n'est pas tout à fait, vous allez nous le dire dans un instant, mais ça n'est pas tout à fait ce que raconte Libération. Libération et Le Parisien disent que, visiblement, l'islam aurait encore à faire ses preuves en termes de compatibilité avec la démocratie pour le ministre de l'Intérieur. Là, c'est une interprétation qui est faite par Libération et puis Le Parisien. Aujourd'hui en France. Parce que ce qu'il a dit, c'est clairement... Je me souviens, je n'étais pas loin de lui, il y avait Michel Sapin et Manuel Valls, donc je sais très bien ce qu'il a dit, c'est que conformément, ou dans le sens de ce qu'a dit le président de la République, il faut que l'islam soit compatible avec la démocratie. Et quand il a dit d'ailleurs, d'autres religions ont mis des siècles à s'adapter à la démocratie, j'estime que... Et on demande à l'islam d'aller extrêmement vite, c'est ça qu'il a dit, et donc c'était pas du tout dans cette idée-là, me semble-t-il, de ce que j'en ai entendu. Et moi je dis que là, c'est des commentaires ou des extrapolations qui sont un peu... qui ne semblent pas être ce qui a été le fond de la pensée, en tout cas comme moi je l'ai entendu. Est-ce qu'il y a un problème Valls au gouvernement ? Il y a un ministre de l'Intérieur qui est un homme politique, qui avait été candidat à la primaire et qui fait son travail et qui fait de la politique sur les sujets qui le concernent. Mais un ministre aux idées peut-être un peu trop à droite pour certains à gauche, un peu trop attiré par la lumière et avec des résultats, on le voit encore à Marseille, qui sont parfois contestés. Alors sur la question de la sécurité, moi je resterai dans ce domaine avec
politiquement la prudence qui doit être la nôtre. Parce que laisser penser qu'on va tout régler sur les questions de sécurité, la droite l'a laissé penser, on voit ce que ça a donné. Donc moi, je suis pour que dans ce débat, on ait un peu plus de recul et puis qu'on soit capable de regarder les choses de manière objective et sur du moyen long terme. Donc voilà ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de problème, Manuel Valls. Il y a des solutions à apporter aux Français de manière collective sur tous les sujets qui sont dont chaque ministre est chargé. En 2025, quel visage aura l'agriculture française ? Est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs en France ? Oui, l'enjeu, il est bien de garder des agriculteurs. Le risque qui pèse sur l'agriculture aujourd'hui, c'est que des investisseurs viennent se substituer aux agriculteurs. Donc ça, il faut qu'on y fasse très attention. C'est pourquoi, alors je vais donner des exemples très précis, mais juste pour illustrer, la question de la transparence des GAEC qu'on a obtenue à l'échelle européenne, c'est des enjeux majeurs pour garder des agriculteurs. Je dis juste ça. Deuxièmement, quel visage ? Performante économiquement, performante écologiquement. Pour moi, c'est un axe essentiel. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On aura des exploitations. On aura autour des exploitations des productions d'énergie renouvelable, en particulier biomasse, matière organique, méthanisation. Donc ça va modifier le paysage. Et on aura surtout une diversité des agricultures. On aura préservé les grands bassins de production de viande et les bassins céréaliers, les bassins qui sont ceux de l'agriculture méditerranéenne, moyenne montagne et montagne. Et on aura donc structuré une agriculture dans sa diversité et avec cette capacité qui est la sienne de pouvoir participer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Et est-ce qu'en 2025, on vivra encore des crises comme aujourd'hui autour de l'œuf ? Le vrai sujet, c'est que toutes ces crises de surproduction, de surproduction sont des crises qui sont possibles. Sur les fruits et légumes, par exemple, la moindre évolution fait toujours basculer le marché dans un mauvais sens ou quelquefois avec une augmentation des prix. Je termine sur cette question de l'œuf. Il y a eu une réunion à Rennes la semaine dernière. J'avais pris l'engagement de nommer un inspecteur général de l'agriculture. Il y en aura en fait 2 qui seront nommés aujourd'hui pour rentrer dans la discussion de l'organisation de cette filière. C'était une demande des producteurs. Et donc, aujourd'hui, seront nommés 2 inspecteurs qui devront me rendre un rapport début octobre pour qu'on puisse mieux structurer cette filière pour éviter justement qu'à un moment où on met aux normes des bâtiments d'élevage pour assurer un meilleur bien-être pour les animaux, on a augmenté la production et quand on a des poules, derrière on a beaucoup d'œufs. Hier, on a appris que 15 millions d'œufs allaient être vendus à l'étranger pour essayer de faire baisser les cours en France. Ça, c'est une solution à court terme. Quelle pourrait être la solution à long terme ? La solution à long terme, c'est la structuration. C'est l'organisation. C'est le fait qu'on ait un cheptel, je le dis comme ça, c'est un potentiel de production d'œufs qui soit adapté à la demande. Demande intérieure française, demande européenne, lorsque c'est le cas, et demande internationale, si c'est possible. On n'est pas là pour aller chercher tout de suite à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a un excès d'offres. Donc il faut le réduire en le faisant de manière extrêmement structurée et en faisant en sorte que demain, cette filière soit mieux organisée pour éviter qu'à un moment, tout dérape et qu'on finisse par des surproductions qui sont extrêmement lourdes à supporter pour les producteurs aujourd'hui. Stéphane Le Foll, les fruits et légumes, beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin ont vu cet été que les prix avaient beaucoup augmenté. D'après Famille Rurale, plus 14% pour les fruits, 17% pour les légumes. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Est-ce que c'est ce que vous avez aussi au ministère ? Je confirme que les chiffres qui ont été fournis pour les fruits et les légumes qui sont indiqués sont ceux que nous avons constatés. Oui. Je confirme aussi que le printemps que nous avons connu en France, mais aussi plus largement dans d'autres pays européens, a retardé beaucoup les récoltes et la floraison et puis toutes les pollinisations. Donc il y a eu un retard et donc il y a eu une baisse du volume, en qualité aussi d'ailleurs. Et donc mécaniquement, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que sur la nourriture et l'alimentation, vous êtes sur un marché où l'offre et la demande sont à l'équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, ça fait bouger les prix dans un sens ou dans un autre. Et est-ce qu'on peut remédier à ça ? Très difficile. Parce qu'on est directement dépendant de la nature, c'est-à-dire du climat. Il peut faire chaud, il peut faire plus froid, il peut avoir de la pluie, il peut y avoir des sécheresses. Regardez, sur les fruits par exemple, les impacts du climat. Vous pouvez avoir des productions qui passent, si je me mets dans une échelle, de 1 à 2, voire à 3, en fonction des années, en fonction des situations.
Et donc ça, c'est très difficile. C'est pas comme quand vous produisez des voitures, vous dites je fais tant de voitures par jour, et puis je stocke, et puis après je les vends. Là, vous faites de l'abricot sur un arbre, je vous le dis, vous pouvez passer de 1 à 3. Parce que si le climat se prête bien, vous pouvez avoir une production qui se développe sur le chou-fleur, sur l'artichaut, je pourrais en prendre des dizaines d'exemples. Je reviens à la politique, Stéphane Le Foll. On a vu le week-end dernier Arnaud Montebourg et Claude Barthelone à la fête de Frangy. Je l'ai vu, oui. Plutôt calme, pas un mot plus haut que l'autre, alors que tout le monde s'attendait à ce que les flingueurs soient de retour. Est-ce que ça va être ça l'ambiance à La Rochelle qui débute en fin de semaine, l'université d'été du PS? Pas une tête qui dépasse la majorité soudée. Je pense que l'image qui a été donnée à Frangy est la bonne dans cette rentrée, qui est toujours difficile économiquement pour les Français. Les efforts qui sont demandés sont là. En même temps, on commence à avoir des résultats. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a été la nouvelle surprise de cet été avec les plus 0,5%. Plus 0,5%. Mais c'est une nouvelle qui a surpris tout le monde, positivement. Donc on voit bien qu'on a enclenché un processus et qu'on commence à sortir de cette crise, qu'on commence à redresser ce pays. Donc aujourd'hui, dans cette rentrée, il faut que les socialistes, qui sont au gouvernement, mais surtout aussi les socialistes, les militants socialistes, donnent une image d'unité et surtout de confiance. Parce que c'est par la confiance que nous exprimerons qu'on donnera aussi confiance aux Français. Et donc pas une tête qui dépasse. Et donc, pas une tête qui dépasse, si, il y aura des têtes qui dépasseront. Le Parti socialiste a une histoire, des histoires d'ailleurs, elles existent. Mais je crois que la ligne de l'unité, la ligne du rassemblement, c'est une ligne qui doit s'affirmer, s'afficher à La Rochelle, et je suis sûr que ça sera le cas. Il a été question que les Hollandais, les plus fidèles supporters du président, dont vous faites partie, se réunissent, montrent qu'ils existent. Non. Il paraît que vous y avez renoncé. Mais les Hollandais, oui, d'abord, ils existent. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait une primaire sans qu'il y ait aucune trace quelque part. Mais certains disent au PS que donc, vous n'êtes pas assez nombreux pour remplir une salle à La Rochelle. Ah, ceux-là, ce sont des mauvaises langues. Ça peut arriver, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Ce qu'on a à faire maintenant, la responsabilité qui est la nôtre, c'est celle que nous assumons, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de se rassembler, d'aller au-delà de ce que vous appelez les Hollandais historiques. Une toute dernière question. On va aller chercher les nouveaux Hollandais d'ailleurs. Une toute dernière question, Stéphane Le Foll. Ce matin, Libération imagine dans son cahier d'été les conséquences d'une légalisation du cannabis en France. Oui, j'ai vu ça. J'ai pas eu le temps de le lire. Explique que ça permettrait de donner du boulot à beaucoup d'agriculteurs. C'est une bonne idée ou pas? Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement pour les producteurs de tabac, toutes les subventions sur le tabac sont remises en cause à l'échelle européenne et ça pose de gros soucis, de gros problèmes. Donc je ne serais pas, comme Libé, en train de faire des anticipations pour savoir si le cannabis serait un nouvel Eldorado. Je ne le crois pas, parce qu'il y a d'autres endroits où il est produit. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. En direct sur Europe 1.